Alors bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de présenter dans quelques instants notre conférencier, mais j'aimerais d'abord vous dire deux mots sur la fondation qui abrite la conférence de ce soir du professeur Luca D'Onghia. C'est la Fondation pour l'étude de la poésie italienne de la Renaissance, fondée, créée en 1997 par Jean-Paul et Monique Barbier-Muller. Et cette fondation s'occupe de répandre la connaissance de la Renaissance et surtout de la Renaissance poétique, donc de la poésie italienne de la Renaissance, qui a été un peu un modèle pour différentes autres littératures européennes de l'époque. Et comme fondation, nous publions aussi une revue annuelle qui s'appelle Italique, et qui est édité par Draw à Genève et qui est arrivé à la 26e année de parution. Elle est née en 98 et donc nous sommes en 23, 24 et voilà. Je dois dire que la Fondation pour l'étude de la poésie italienne de la Renaissance de Jean-Paul et Monique Barbier-Muller est une fondation qui abrite en même temps, dans les locaux de l'université, un grand patrimoine d'éditions anciennes. On est arrivé tout près de 600 éditions du XVIe siècle et quelques incunables, c'est-à-dire des textes publiés avant 1500. Et donc c'est un patrimoine absolument unique et remarquable. Et nous recevons aussi des boursiers toutes les ans, toutes les années, qui viennent un peu de partout dans le monde et qui restent à Genève pour étudier justement la poésie italienne à travers le patrimoine de la Fondation. Or, cela pour dire que c'est une fondation qui essaye toutes les années de produire une revue, des occasions intéressantes et dans lesquelles rentre aussi cette année la conférence Barbier-Muller pour 24. Donc on a commencé en 98 avec les conférences. Toutes les années nous avons un invité. Et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Luca D'Onghia, qui est professeur à Sienne de littérature italienne. Luca D'Onghia a une énorme bibliographie, donc je n'ose même pas approcher, mais je vous dirais qu'il est un grand spécialiste de la tradition linguistique italienne, c'est-à-dire de cette tradition de la littérature italienne et de la poésie italienne qui se fait tant en italien que dans d'autres langues et dialectes. Et si je parcours très rapidement sa bibliographie, je vois que Luca a édité des textes dialectaux de grande importance. Nous avons le plus important auteur de théâtre italien qui répond au nom de Ruzzante. Eh bien, Ruzzante n'écrit pas en italien, il écrit en dialecte pavane, donc de Padoue. C'est un dialecte très difficile, il emploie aussi d'autres dialectes, mais disons toute sa production théâtrale, et c'est une production absolument importante, qui a fait l'objet aussi de représentations dans les grands théâtres, par exemple dans le Piccolo di Milano et ailleurs, en Italie, mais c'est une production dialectale. Et donc ces textes sont
d'une grande difficulté linguistique avant tout. Mais Luca a publié aussi, par exemple, des comédies de Laretin. Pierre Laretin, qui est le grand pornographe, je pense, du VIe siècle, et donc il nous parlera probablement de Laretin. Et il a publié donc 3 comédies, entre autres La courtisane de Laretin. Et puis nous avons d'autres éditions de Andrea Calmo, qui est en vénitien, si je me souviens bien, voilà. Et donc il bouge entre langue et dialecte, et aussi avec quelques sorties plus en avant. Par exemple, il s'est intéressé du théâtre de Dario Fo. Le théâtre de Dario Fo a un côté linguistique d'énorme invention et d'énorme créativité. Dario Fo est vraiment quelqu'un qui a créé un langage, le Gramlo, qui était bien sûr un langage qui existait et déjà documenté dans l'Antiquité, mais dans les siècles plus anciens, mais il a remis d'actualité avec ses performances théâtrales. Et je pourrais continuer. Le théâtre, c'est certainement une dimension de Luca très cultivée, Goldoni, d'autres, et aussi donc la littérature italienne et la poésie. Donc je m'arrête là parce que je veux absolument écouter ce qu'il va nous dire sur ce thème si intéressant. Et je le remercie d'avoir accepté notre invitation et je lui donne certainement la parole. Merci, Luca. Merci à toi, Massimo, pour cette trop longue présentation. Je désire tout d'abord remercier la Fondation Barbie Müller pour l'invitation et surtout Massimo Danzi pour son aide aussi avec les Français. Je m'excuse avec mon public, j'espère de ne pas vous ennuyer trop. Je m'excuse surtout auprès de le noble esprit de la langue française, dont ma connaissance est très imparfaite. Donc, au cours de notre conversation, cet après-midi, je vais suivre un texte écrit. Je commence en disant que la poésie érotique de la Renaissance italienne, et j'entends par là la poésie qui parle explicitement d'amour physique, est aujourd'hui encore un domaine de recherche dans l'ensemble assez négligé. Des travaux parfois utiles ont été réalisés, mais il n'existe pas, à mon avis, d'études d'anthologie de référence. Il suffit de dire que les 2 plus prestigieuses histoires littéraires italiennes de ces dernières décennies, Einaudi, Salerno, ne consacrent pas un seul paragraphe à ce sujet. On peut dire qu'au niveau le plus élevé des études, la poésie érotique n'est pas une tradition reconnue, mais elle est au mieux rangée et pour ainsi dire pulvérisée dans des catégories plus larges et plus ambiguës, comiques, burlesques. Qu'est-ce que c'est la poésie érotique et qu'est-ce que c'est la pornographie au XVIe siècle en Italie? Existe-t-elle une tradition cohérente? Existe-t-elle des sous-traditions reconnaissables? Y a-t-il même des grands écrivains qui se consacrent à ce thème? Je n'ai pas la prétention de répondre aujourd'hui à toutes ces questions qui nécessiteraient un long discours. Je voudrais néanmoins montrer 2 cas différents du discours érotique en poésie. L'un célèbre et paradigmatique, dont il est impossible de ne pas parler, l'autre beaucoup moins connu, mais à mon avis très très intéressant. Donc il faut préciser pour commencer que quand on parle des traditions littéraires, quand on parle d'histoire, quelle qu'elle soit, on parle des textes. C'est pourquoi le problème de la littérature érotique de la Renaissance italienne est aussi un problème de philologie. Et je ne m'attarderai pas ici sur cette dimension, mais il faut tout de suite préciser que pour certains textes, nous disposons de bonnes éditions. Pour d'autres textes, même très importants, nous n'avons pas d'édition fiable. D'autres textes encore n'ont, eux, jusqu'à une époque récente, que des éditions fortement censurées. Prenons quelques exemples qui concernent aussi des textes que nous allons traiter aujourd'hui. Donc vous voyez, par exemple, que pour un texte comme La puttana errante de Lorenzo Venier, nous avons une édition fiable récente, curée
par Nicola Catelli, et la même chose on peut dire pour les sonetti lussuriosi, les sonnets de l'Aretin. Donc ici vous voyez l'édition préparée par Aquilecchia. C'est pas la seule édition, mais c'est une édition sûrement fiable. Pour autres textes, nous avons une situation différente. Ici, vous voyez un des deux volumes consacrés aux maximes poètes érotiques, à mon avis, du Cinquecento italien, qui est Maffeo Venière. On va discuter de Maffeo Venière plus tard. Donc, Maffeo Venière a seulement une édition qui n'est pas une édition, comment puis-je dire, professionnelle. C'est une édition pour amateurs. Et il y a aussi une espèce de sous-bois, je ne sais pas si on dit en français sous-bois, sottobosco. Il y a des éditions comme celle-ci, très amusant. Vous voyez ici l'Aretin, qui est par excellence le pornographe, ici est titulaire d'un texte qui n'est pas de l'Aretin, il Manganello, dont on va dire quelque chose dans quelques minutes, qui est un texte du siècle précédent. Et ici, vous voyez que Aretin, c'est une édition de 1984 et c'est une édition postérieure à l'édition qui est de 1982, à l'édition scientifique du Manganello, qui avait déjà établi que le Manganello, ce n'était pas absolument un texte de l'Aretin. Vous voyez aussi l'amusante et très grossière image avec la déesse du printemps qui touche Mercure, donc c'est une espèce de pastiche, voilà. Et on peut dire aussi que pour certains poètes, j'ai fait ici les noms de Curzio Marignolli, on avait seulement il y a quelques années une édition complète et pas censurée. Mais notre histoire pourrait déjà commencer avant le VIe siècle, je le disais. Vers le milieu du XVe siècle, un poème en tercet divisé en 13 chapitres intitulé Il Manganello. Aujourd'hui, Manganello, c'est un mot, dans l'Italie d'aujourd'hui surtout, un petit peu lugubre, c'est les matraques. Mais dans la langue ancienne, Manganello indique une espèce de catapulte. Donc, le Manganello date de cette époque. Ces textes circulaient beaucoup et faisaient partie, par exemple, de la bibliothèque vernaculaire de Leonardo da Vinci. Il Manganello est un texte grossier, terriblement obscène, mais c'est aussi un texte moraliste, car il est animé par une profonde misogynie semblable à celle qui anime la plus célèbre des satires de Juvénal, la 6e, ou déjà à l'apogée de la Renaissance italienne, la 5e satire de l'Arioste. Nous nous intéressons plutôt ici aujourd'hui à une autre histoire. Quand commence-t-on à parler de sexe en poésie sans intention morale ou misogyne? Les événements qui nous intéressent ont lieu à Rome, en pleine Renaissance, à la cour raffinée du pape Clément VII, qui faisait partie de la famille de Médici. C'est là que, suivant une tradition déjà ancienne, le grand peintre et élève de Raphaël, Giulio Romano, exécute 16 dessins érotiques explicites, dont le titre est en italien modi. Modi, c'est un mot qu'on pourrait rendre en français à peu près par façon, manière, c'est-à-dire manière sous-entendue de copuler. Donc, ce sont des positions hétérosexuelles. Ces modi représentent diverses positions hétérosexuelles et nous sommes vraisemblablement en 1524. En octobre, Giulio Romano s'installe à Mantoue, quitte Rome, s'installe à Mantoue au service de Frédéric II Gonzague et il réalise pour lui, entre autres choses, le magnifique Palazzo Te que vous pouvez voir ici, continuant à manifester son intérêt et celui de ses clientes pour les représentations érotiques explicites. Voici les fresques célèbres avec Jupiter et Olympias, 1526-1528, dans Palazzo Te. Les deux, comme vous les voyez, sont très occupés car ils sont en train de concevoir Alexandre le Grand. Les 16 dessins de Giulio Romano sont presque mythologiques parce qu'ont été perdus. Mais nous savons qu'avec l'accord de Giulio, un brillant graveur bolonais
qui était Marcantonio Raimondi. Vous le voyez ici dans les portraits qui sont trouvés dans les Vite di Vasari. Raimondi, à partir de ces images de Giulio Romano, a tiré ces images gravées en s'appuyant sur l'imprimerie de Baviero de Carocci, appelée Baviera, donc un imprimeur d'origine allemande, pour leur diffusion. Il s'agit là d'un saut qualitatif important, parce que les dessins de Giulio, qui étaient destinés à une diffusion très limitée, sont reproduits à une échelle industrielle, si vous voulez, et connaissent un succès immédiat. La cour papale, qui cherche à cette époque, nous sommes dans une année très, très difficile. En 17, Luther a commencé sa réforme, nous sommes en 25. La cour papale, qui cherche à cette époque à accréditer sa propre réforme, réagit très durement. Les branches de gravure de Raimondi sont détruites et Raimondi est mis en prison. Mais cette gravure, comment étaient-elles? Nous ne le savons pas, car comme je vous l'ai dit, elles ont également été détruites. Selon les historiens de l'art, cette série, déjà dérivée des dessins de Giulio Romano, a été puis reproduite par un élève de Raimondi, Agostino Veneziano. Donc nous avons 3 passages, Giulio Romano, Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano. De cette deuxième série, il ne reste apparemment qu'un étrange groupe de découpages collés sur un carton qui se trouve actuellement à la British Library à Londres. Ici, vous les voyez. Et c'est une image que j'ai toujours trouvée frappante. Parce que vous voyez, il s'agit de quelque chose qui pourrait ressembler à des timbres, des fragments flottants. Bref, si vous voulez, les restes d'un violent naufrage. Et bien sûr, tous les détails sexuels ont été soigneusement enlevés. Ici, nous ne voyons que des mains, des bras, des têtes, des jambes, pas d'organes génitaux, pas d'accouplement. Mais revenons à Raimondi. Je vous disais, emprisonné sur ordre du pape et probablement à l'initiative d'un cardinal très puissant, le Véronais Giovan Matteo Giberti. C'est alors qu'entre en scène l'un des héros de notre petite histoire, déjà rappelé, le Toscan Pierre Laretan, que vous voyez ici dans un magnifique portrait de Raimondi. Laretan, que tout le monde craignait pour ses poèmes satiriques et calomnieux, alors proche du pape, brigue et obtient la libération de Raimondi. Mais, comme il le raconte lui-même, après avoir vu les 16 célèbres gravures, il décida d'écrire des sonnets à leur sujet. Nous assistons ici à un nouveau saut qualitatif. Il y a d'abord les dessins de Giulio Romano, destinés à un petit nombre de connaisseurs, puis les gravures de Raimondi, destinées à un public plus large, et maintenant, ces gravures sexuellement explicites prennent la parole dans une série de textes scandaleux. Nous sommes plus ou moins au printemps du 1525. Les sonnets de Laretan, avec les images de Raimondi Veneziano, commencent donc immédiatement à circuler sous forme manuscrite à la cour de Clément VII. Ce ne sont pas seulement des textes obscènes, ce n'est pas seulement l'antipétrarchisme le plus grossier que nous pouvons trouver dans la littérature du début du Cinquecento, ce sont surtout, comme nous le verrons, des textes terriblement blasphématoires, des textes qui font de plus allusion à certains personnages et à certaines habitudes scandaleuses de la cour romaine. Avec une pièce de théâtre que Laretan imprimera que 10 ans plus tard, La Cortigiana, La Courtisan, les sonnets de la Chie vont vraisemblablement déterminer sa tombée en disgrâce. Et voici l'un des rebondissements romanesques de la vie de l'infâme ou d'Ivan Aretin. Les soirs du 28 juillet 1525, les Bolonais Achille de la Volta tentent de l'assassiner à l'aide d'un poignard. L'Aretin se sauve par miracle, il nous dit, et peu après, comme Giulio Romano, il quitte Rome prenant la route de Mantoue. L'instigateur de la tentative d'assassinat est traditionnellement reconnu dans les cardinals Giberti, les mêmes cardinals que nous avons rappelés. Dès lors, l'Aretin est connu comme pornographe.
Les sonnets fondent en effet un micro-genre, celui de la poésie obscène, verbalement explicite, sans intention moralisatrice ou misogyne évidente, même si la célébration insistante de la sodomie fait allusion aux coutumes homosexuelles de nombreux prélats de la cour romaine. En 1525, l'Arétin se réfugie à Mantoue. Nos sonnets font désormais partie de son image publique, d'écrivains sans scrupules et par conséquent persécutés. Mais il faudra attendre plus de 10 ans pour que ces textes infâmes parviennent à la presse. Ce n'est qu'à Venise, et après avoir imprimé une série d'ouvrages qui ont lancé et consolidé sa marque de fabrique, que l'Arétin publiera les sonnets sous forme de livres, en les accompagnant par des gravures dérivées des légendaires dessins de Giulio Romano. Nous sommes en 1537. Il y a lieu de croire qu'à partir de cette date et dans les années suivantes, les sonnets étaient imprimés et réimprimés plusieurs fois, à des centaines d'exemplaires. Mais de toutes ces productions anciennes, il ne nous reste qu'un seul exemplaire. Cet exemplaire est un objet quelque peu mythologique. Longtemps propriété d'un des fils d'Arturo Toscanini, Walter Toscanini, il a été vendu aux enchères par Christie's en 1974, était resté jusqu'en 2006 entre les mains d'un grand collectionneur genevois, Gérard Norman, qui possédait une formidable bibliothèque érotique avec des pièces extraordinaires du Kama Sutra à Apollinaire. Disparu par la suite pendant quelques décennies, le livre a été exposé à Genève en 2004, à New York en 2008, et enfin en Italie, d'abord à Florence en 2019, et puis à Bergame en 2024, où il était visible jusqu'à il y a une semaine à l'occasion d'une exposition sur Titien et l'Arétin à l'Académie Carrara. En avril 2006, la collection érotique de Norman a été mise en vente chez Christie's et l'exemplaire des sonetti de l'Arétin a été acheté pour 325 600 €. Je pense pouvoir révéler ici que les propriétaires actuels sont italiennes. Mais venons aux sonetti. Après avoir donné quelques éléments de l'histoire du livre, lisons les premiers des célèbres sonnets de l'Arétin, accompagné de la traduction française réalisée en 1882 par Alcide Bonneau. Je lirai les textes en italien et pendant ce temps, vous pouvez jeter un coup d'œil à la traduction française. Donc, les premiers textes c'est un dialogue entre les amants. Donc, fottiamoci anima mia, fottiamoci presto, poiché tutti per fotter nati siamo. E se tu il cazzo adori, io la potta amo, e sarei al mondo un cazzo senza questo. E se post mortem fotter fusse onesto, direi tanto fottiam che ci moriamo, per fotter poi de là Eva ed Adamo, che trovarono il morirsi disonesto. Veramente gli è vero che si furfanti non mangiavano quel pomo traditore, io so che si sfogliavano gli amanti. Ma lasciamo ir le ciance sino al core, ficcami il cazzo e fa chivi si schianti l'anima, che in sul cazzo nasce ormore. E se possibile, fore non mi tenere della potta i coglioni, d'ogni piacer fottuto testimoni. Quelques observations élémentaires sur ce texte. Son vocabulaire est direct et va bien au-delà de l'imaginable. Donc, fotter, cazzo, potta, coglioni, les invitations très crues des vers 12, 13, 15, 17. Nous trouvons une évocation blasphématoire de la condition post-mortem et des géniteurs bibliques, traité des canailles au vers 9, mais surtout de la partie immortelle de l'homme, l'âme, qu'on dit en italien sul cazzo or nasce or more. Comme c'est souvent le cas dans les textes pornographiques, le sexe a quelque chose de sinistre et frôle la mort. Au vers 6, on lit « Tanto fottiam che ci moriamo ». Ici, vous voyez le sexe, ici et dans les autres textes aussi, des sonetti, le sexe répétitif n'a pas d'alternative et absorbe la vie et la mort. Mais je voudrais vous montrer
les sonnets que nous venons de lire dans les célèbres livres appartenant à Toscanini. Voici. Voilà. Comme vous pouvez le constater, l'image est extrêmement usée et les textes comportent plusieurs erreurs de typographie. Par exemple, au premier vers, les M de anima est inversé et il est écrit aussi fotiamei au lieu de fotiamci. Au vers 11, il est écrit sfoiavano au lieu de sfoiavano. Mais pourquoi je m'arrête sur ces détails? Et pour réfléchir avec vous au fait qu'il est absolument improbable que celle dans le volume Toscanini soit la première édition des sonnets parue à Venise en 1537, qui devait être beaucoup plus précise et soignée au niveau du texte et beaucoup plus nette au niveau de la qualité des images. Je n'ai pas vu, sauf sous vitrine lors d'une exposition à Bergame, l'impression Toscanini, mais si je devais deviner sa date, je dirais qu'elle date de 1505 ans ou même plus tard, et qu'il s'agit d'une impression de mauvaise qualité. Il faut ajouter que l'impression Toscanini est mutilée et qu'elle a perdu la page des titres et une feuille antérieure. En fin de compte, les images de Toscanini sont très mauvaises, vous les voyez, mais au cours des siècles, des variations infinies ont été faites à partir de ces prototypes. Laissez-moi vous montrer comment cette première planche se présente dans une sorte de répertoire érotique mythologique publié en 1798 à Paris par Didot sous le titre L'Aretin d'Augustin Carache, mais Carache, nous la voir, où les deux amants sont ennoblis parce qu'il s'agit ici de Paris et de la nymphe Énone, mais vous voyez la position c'est la même. Ou encore comment un aventurier et faussaire du milieu du 19e siècle, Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck, entre 1830 et 1850, a prétendu reconstruire la gravure de Raimondi. Ici, vous le voyez. Ici, bien que peut-être de manière fantaisiste, les probables raffinements et la probable ironie du dessin de Giulio Romano sont au moins partiellement récupérés. L'exemplaire appartenant à Toscanini, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit maintenant, est un recueil de pamphlets interdits. Donc, il n'y a pas seulement les sonetti de l'Aretin, ou des poésies da fuoco, c'est-à-dire poèmes destinés à être brûlés, comme on les appellera au siècle suivant, dans une édition parue à Lucerne en 1651. À côté des sonnets de l'Aretin que nous avons vus, on trouve dans ces livres une copie non datée d'un poème en octave divisé en 4 parts. Canti en italien est intitulé La puttana errante, la puttaine errante. L'auteur est Lorenzo Venier, qui a écrit l'œuvre très probablement au printemps 1530. Venier fut l'un des premiers amis et élèves de l'Aretin à Venise. Dans la période qui suivit son arrivée dans la ville en 1527, qui est une année inoubliable, notamment parce qu'elle fut marquée par les sacs de Rome. La puttana errante, probablement imprimée en 1531, narre les exploits d'un courtisan, Elena Ballerina, qui, dans une sorte de pèlerinage à l'envers, erre de ville en ville et arrive dans la Rome mise à feu par les soldats allemands et y triomphe à sa manière auprès des troupes impériales et les satisfaisant tous sexuellement. Je lis ici en italien 4 vers indicatifs tirés du dernier livre. Signori, io non ci allevo, io non ci accresco, 20.000 persone quelle forno che fottero l'errante mia divina, senza la stalla e quei della cucina. Vous voyez là ma modeste paraphrase française. Avec les sonnettes, l'Aretin avait inventé la pornographie moderne, répétitive, ordurière, avec un texte indissociable de l'image.
Dans notre cas, les dessins légendaires de Giulio Romano et les variations ultérieures. Avec la Puttana errante de Lorenzo Venier, la répétitivité n'est pas liée aux modi, aux façons, aux positions, mais au schéma de l'épopée et du récit de pèlerinage. De ville en ville, la courtisane répète ses exploits héroïques, héroïques pour ainsi dire, et triomphe à Rome, alors que la vie éternelle et ses habitants subissent un terrible calvaire. Mais l'œuvre de Venier, avec sa diabolisation de la courtisane, est aussi à l'origine d'un sous-genre textuel que nous n'aborderons pas ici, mais qui est très important, celui du poème contre les prostituées. Regardez avec méfiance tant pour leur liberté que pour la diffusion de la syphilis en italienne malfrancese, dont elles sont tenues pour coupables. Vous voyez ici un livre intéressant à ces propos, un recueil de rimes contre les courtisans. Les prostituées sont souvent décrites avec complaisance et cruauté comme des véritables monstres, avec un luxe de vocabulaire médical pour décrire leurs plaies, leurs infections et la déchéance physique de leurs organes sexuels. Témoin de cette tendance est un très long et très laid texte anonyme qui serait de la même époque que la Puttana errante et qui s'intitule La vita rotta di Giacomina, la vie brisée de Giacomina. Donc vie en italien ancien, c'est aussi un mot qui indique la poitrine, la ceinture abdominale, donc vita rotta, c'est une allusion aussi à l'organe sexuel. Et ce texte, il nous vient du manuscrit Italiano Marciano 9e 453. Je tiens à préciser en matière de chronologie, ça c'est intéressant, que ces textes sont souvent antérieurs aux impressions de l'Arétan. Venise, au début des années 30, est une sorte de laboratoire de la poésie érotique, un laboratoire dans lequel il est difficile de distinguer les relations de dépendance entre les supposés maîtres, l'Arétan, et les supposés élèves. Lorenzo Venier, l'auteur de la Vita rotta di Giacomina. Il faut ouvrir ici une petite parenthèse avant d'aborder le deuxième cas paradigmatique que je voudrais vous présenter. À la même époque, une toute autre façon de parler de l'érotisme et du sexe envers s'impose en Italie. Il s'agit d'une tradition poétique que nous n'aborderons pas, mais qu'il convient au moins de rappeler, car elle a eu un énorme retentissement. Il s'agit de textes burlesques écrits par un grand poète, bien plus doué que l'Arétan, qui est Francesco Berni. Dans ces vers, qui aujourd'hui encore n'ont pas reçu, à mon avis, les commentaires qu'ils méritent, Berni invente un type de texte précis, qui est le chapitre intercette dans lequel, en parlant apparemment d'autres objets, par exemple des anguilles, des pêches, des chardons, etc., il parle en réalité d'arguments sexuels. Lorsque, par exemple, Berni écrit à propos de l'anguille, excusez-moi, il y a seulement l'italien ici, mais c'est pas difficile. Il écrit à propos de l'anguille, je lis directement en italien, vivace bestia che nell'acqua cresce e vive in terra in acqua in terra, entra a sua posta ove la vole ed esce, potrebbesi chiamarla vinciguerra, che la sguizza per forza e passa via, quantum più con la man la stringe e serra. Donc quand il écrit à propos de l'anguille, il est évident que le discours est amphibologique, que l'anguille désigne aussi ou surtout les membres sexuels masculins. Ce mode poétique connaîtra une fortune exceptionnelle en Italie et en Europe, avec nombreux imitateurs et amateurs, Molza, Uccelli, Varchi, Salviati, jusqu'à Lord Byron, qui écrit à Venise au début de 1800 en disant quelque chose à propos de Berni. Ce n'était pas la satire anglaise, mais italienne, il lui explique à son éditeur à Londres. Mais ces fortunes exceptionnelles de ces lignes Berni, c'est aussi lié à la circonstance que ce genre de texte peut échapper à la censure, parce que ce n'est pas
un type de texte explicite. Après l'exemple pornographique de l'arrêtant, voici l'exemple érotique. Deuxième exemple. Peut-on trouver dans l'Italie de la Renaissance un exemple de poésie érotique explicite qui ne tombe pas dans la pornographie, qui ne soit pas moralisatrice, qui ne soit pas burlesque, qui soit au contraire, pour ainsi dire, sérieuse? Oui, nous pouvons les trouver si nous nous tournons vers un secteur très important de l'histoire littéraire italienne qui a cependant toujours été traité plus ou moins comme un secteur marginal. Je veux parler de la littérature écrite en dialecte. La littérature en dialecte, dans une tradition comme celle italienne, est un problème critique et historique d'importance, et ce n'est pas par hasard que deux des plus grands critiques du siècle dernier, Benedetto Croce et Gianfranco Contini, l'ont abordé à plusieurs reprises. Mais nous laissons ici ces questions de côté et venons au deuxième auteur dont je voudrais parler. Il y a, si vous voulez, un heure de famille parce qu'il s'agit du fils de Lorenzo Venier, qui était l'auteur de La Puttana errante. Il s'agit, pour la précision, de Maffio Venier, poète en italien et en vénitien. Le vénitien de Venier n'est ni une langue nécessairement vécue en opposition à l'italienne, ni une langue modélée dans un sens expressionniste, adjectif cher à Contini. Donc l'usage du vénitien par Venier, c'est pas explicable par les chemins ni de Croce ni de Contini. Venier écrit à propos de sa langue, du vénitien, questa è una lingua che è d'ogni saor, dove che se vorrò scrivere toscano bisogna per il più parlare d'amore. Quindi il nous explique le dialecte vénitien, c'est une langue qui a toutes les saveurs. Au contraire, si je veux écrire en toscan, il faut presque toujours parler d'amour. C'est donc simplement, pour ainsi dire, la langue de la réalité. Un grand poète dialectal italien qui est mort il y a une vingtaine d'années, Raffaello Baldini, disait qu'il y a des choses qui se passent en dialecte et qui par conséquent ne peuvent pas être écrites dans une autre langue. Je crois pouvoir répéter la même chose à propos du texte de Venier que je voudrais vous présenter maintenant, qui est un chapitre intercède sans titre, et je l'indiquerai donc par les premiers vers. Le premier vers dit « Mo consuma spettandote ben mio », c'est-à-dire en français « Je me suis épuisé à t'attendre, mon amour ». Je considérerai ici ce texte dans la version en 90 vers transmise par les manuscrits italiens Marciano 9e 217 de la Bibliothèque nationale Marciana de Venise. Dans ce texte, le poète se déguise, c'est un poète, si vous voulez, un travesti, et prend la voix d'un courtisan qui parle à la première personne. La courtisane est tombée amoureuse d'un jeune client. Elle a attendu toute la journée sa visite et l'arrivée de cet homme est pour elle une sorte d'obsession. Voici les premiers vers du poème. Je vais les lire en vénitien et vous pourrez voir ma encore modeste paraphrase en français. Mo consuma aspettando te ben mio, più che non se consuma un pegno in ghetto e più che la speranza d'un fallio. Ho magnato tutti i fiocchi al fazzoletto, da rabbia, da dolore e da martello, passizzando e aspettandote, Ninetto. Donc en français, je me suis épuisé à t'attendre mon amour, plus qu'un gage donné aux Juifs ou l'espoir de celui qui a fait faillite. J'ai mangé toutes les pampilles du mouchoir par colère, par chagrin et par jalousie. En faisant les 100 pas et en t'attendant, mon petit. Comme vous pouvez les constater, tant pour les types d'imagerie, ghetto,
Fallio, que pour les comparaisons, nous sommes dans une situation dans l'ensemble réaliste. La courtisane n'est pas une créature monstrueuse ou une profiteuse. C'est simplement ici une femme qui souffre par amour. Mais voilà que les gens clients arrivent. Il faudrait ici faire une longue citation, presque aussi longue que les textes entiers, sur lesquels il y aurait plusieurs choses à dire. Et je vous demande donc de me faire confiance pour essayer de résumer. Les rencontres physiques des deux est habilement représentée. L'homme est toujours silencieux, mais agit. La femme lui parle et tente de les faire agir selon son désir. Au début, elle les laisse faire et s'occupe de lui comme d'un enfant. Puis elle proteste contre sa précipitation et sa violence, et aussi contre son égoïsme érotique. Mais à la fin, elle les laisse faire ce qu'il veut. Voici quelques vers au début de cette partie proprement sexuelle du texte. Nous voyons quelques vers. Je veux lire en vénitienne avec la paraphrase française. Alors, la femme, qui c'est la seule à parler, dit « Metti un poco la man sulla monina, oh figlio mio caro, ti è tutto aggiazzao, mostrami se ti affredda la linguina, oh can, mo che salivo inzuccherao, che fas tu sta a giotton con quei todei, tira fuori de là che sono in cao ». Vous voyez qui les deux commencent, donc mettent un peu la main sur ma chatte. « Oh mon cher garçon, tu es tout froid, montre-moi si ta petite langue est froide. Oh chien, quelle salive sucrée. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas les doigts, espèce de coquin. Sors de là, je suis proche à l'orgasme. » Donc la sensibilité actuelle donc, nous amènerait à dire, si nous pouvions tout lire, que ces textes parlent peut-être d'un acte de violence. Je ne suis pas en mesure de porter ce jugement ici. Ce qui m'intéresse, c'est de constater avec vous, on peut en discuter après, dans 5 minutes, que dans les textes des Vénières, la courtisane n'est pas une figure grotesque. Les vers ne prennent pas ouvertement son parti, mais la présentent comme une créature dotée d'une dignité propre, amoureuse et prête à tout pour plaire à son homme. Alors, je vous demande, on pourra en discuter, mais dans quel autre texte à cette époque, en Italie, une femme pourrait-elle sérieusement parler de son orgasme et tout aussi sérieusement reprocher à un homme de ne penser qu'à lui ou d'être trop bâclé? J'ose dire, dans aucun texte écrit en italien. Ce n'est certainement pas un hasard si, dans notre tradition, les figures solitaires et dignes des prostituées reviennent dans la poésie dialectale, avec 2 cas lombards, ou plutôt milanais, assez célèbres. La Ninetta del Verzé, Carlo Porta, 19e siècle, au début du 19e siècle, et l'Olga di Delio Tessa, début du 20e siècle. Mais Vénière vient bien avant et nous montre que la poésie érotique, à l'âge de la Renaissance, n'est pas seulement une affaire de clichés répétés, de pornographie, de comiques au samba du monde, mais aussi une question de réalisme. Donc ça, c'est les problèmes critiques, si vous voulez, des pénétrations psychologiques et des dignités individuelles. Nous avons donc vu aujourd'hui 2 voies de la poésie érotique, l'une très battue et plus répétitive, l'autre plus rare et beaucoup plus intéressant, annonçant des expériences futures d'une grande importance. J'ai été bref, mais on dit en philologie lectio brevis, lectio potior, donc je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup de la patience et de l'attention qu'avez bien voulu prêter à ces textes et leur auteur et aux quelques glosses que je vous ai proposées. Merci beaucoup.
Bien, merci Luca Sono andato troppo in fretta. ce panorama qui pose un nombre de questions beaucoup plus élargi que la durée de cette... et ça, c'est un des grandes valeurs d'une conférence. J'aimerais bien lancer la discussion. Il y a évidemment, je profite avant que vous élaboriez des questions, il y a évidemment plusieurs problèmes qui se posent dans ce genre de poésie. Le premier problème, c'est certainement le rapport qu'on voit avec beaucoup plus de clarté en quelque sorte, censure de la tradition italienne par rapport à ce genre de thème. Et donc, de la liberté, qui apparaît une liberté beaucoup plus grande en dialecte que dans la grande littérature italienne. Le deuxième thème que je vois sur le fond, comme toile de fond de ce discours, c'est le dédouanement d'un thème, d'une série de thèmes liés au corps qui ne sont pas, disons, en général acceptés ou qui ne font pas l'objet d'une écriture littéraire, au moins à cette époque. Et puis voilà, et puis il y a évidemment d'autres thèmes. Moi, je n'ai pour le moment pas de questions à poser, mais je suis sûr que la curiosité que tu as su solliciter avec ce discours entre images et mots trouvera certainement quelques questions prêtes. Alors voilà, Frédéric. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. En lisant les vers de ma fille Auvergnat, que je ne connais pas, je pensais à un roman espagnol paru à Venise en 1528 qui s'appelle La Fala Andaluza de Francisco del Cado et qui est un roman dialogué qui met en scène dont l'héroïne est une prostituée. Et je me souviens, c'est une vieille lecture, mais je me souviens de passages où on entendait carrément les cris d'orgasme, etc. de la femme. Donc je me disais que peut-être il y avait une circulation entre ces textes. Et je voulais vous demander, voilà, si d'une part il y avait en italien des textes en prose qui développaient ce thème-là, et si d'autre part il était envisageable qu'il y ait une circulation, disons, entre les langues, entre les littératures romanes sur ce thème dans le milieu vénitien à l'époque. Merci, c'est une question très intéressante, mais je vais répondre en italien, poi je rispondo. È una domanda giustissima. La Lozana è un testo importantissimo anche per l'Italia, perché è un testo che sicuramente è stato conosciuto da Aretino. Del resto la Lozana è ambientata a Roma, quindi è ambientata nella Roma tra Leone e Clemente, quindi il massimo dello sperpero sessuale, dell'immoralità. Quello che secondo me separa un testo del tipo della Lozana da un testo come quello di Maffio è questo, cioè nella Lozana andalusa, così come nel ragionamento e nel dialogo di Aretino, dove anche ci sono delle prostitute che addirittura, come dire, mettono su una scuola di prostituzione e riflettono sui 3 stati delle donne, monache, maritate e puttane. Quelle che stanno peggio sono le maritate, ovviamente, molto meglio le monache e le puttane. Ecco, quello che è diverso secondo me è che in Aretino o nella Lozana di Delicado siamo ancora nella cornice di quello che chiamerei con una macro parola, il comico, cioè sono testi che evidentemente si muovono dentro quello schema.
con un testo come quello di Maffio Venier, lentamente, gradualmente, ora non voglio fare di Maffio un precursore di Zola, di Balzac, eccetera, eccetera, però lentamente si fa strada un'idea non solo comica di queste situazioni, cioè questa situazione della prostituta, che in effetti è un po' diversa, non è una prostituta gaudente che spiega come truffare i clienti, o come nel caso della Lozana si muove per Roma e dice qui abita questa, che ha questa tariffa, che ha questa specialità, ecco. E c'è una figura, diciamo, rispetto alla quale viene data anche una connotazione, se volete, psicologica, in una situazione che appunto non è comica. C'è un problema, diciamo, molto interessante legato a quel testo che vi ho fatto vedere molto brevemente, cioè questo testo ha due versioni, una in 90 versi e una in 105. La versione più lunga ha una coda in cui si esce dalla voce della prostituta, è come se l'autore, non so se questa coda sia spuria, uscisse dal testo ed ha un giudizio comico e grottesco di quello che è successo nel testo. Però il testo circola anche senza questo pezzo, cioè come, diciamo, tranche de vie, oppure con il commento all'aretino in cui l'autore si interroga su che cosa? Su un dilemma tipico di tutta questa letteratura. È meglio il sesso anale o il sesso vaginale? Perché questo cliente arriva e vuole fare sesso in un modo su cui la prostituta non sarebbe d'accordo, ma lui si impone, lo fa, la violenta di fatto, no? E nella versione a 90 versi si finisce con il lamento molto accorato della prostituta, nella versione a 106 si esce e si fa un commento, diciamo, ridanciano su come è meglio fottere, come è meglio... Ecco. E questa peculiarità della tradizione secondo me è parlante, cioè la versione a 90 è una versione che rispetto alla nostra sensibilità guarda in avanti, cioè è quella realista, non puramente comica. La versione a 105 versi torna un po' a questi testi a cui tu accennavi, che sono comunque importantissimi. Questi scrittori spagnoli, oltre a Delicado ce n'è un altro, comunque basta pensare anche alla Celestina naturalmente, che ha avuto delle traduzioni precoci in italiano e che è stata imitatissima. Ecco, questi testi spagnoli che circolavano in Italia e soprattutto a Roma hanno avuto una importanza decisiva. Quindi la domanda è giustissima e risponderei così. Sono importantissimi, ma a me sembra che siano una cosa un po' diversa rispetto a un caso come quello di questo testo di Maffio. Maffio è lo stesso che poi sto zitto, ma adesso con l'italiano naturalmente andrei avanti fino alle 9, è lo stesso che contro Veronica Franco mette insieme una serie di sonetti tremendi, Veronica, vel, unica, puttana, quindi cioè gioca su registri molto diversi, però questo testo e forse un altro, insomma, appunto, è in parte diverso e meritava, secondo me, di essere segnalato in un discorso come questo di stasera. Come vuoi tu, cioè io rispondo in italiano. Sì, infatti. Allora, non so se so rispondere, però un po' disordinatamente. Queste protagoniste femminili, allora l'accostamento con Porta è abbastanza usuale, quello con Tessa meno. In mezzo forse c'è qualcosa, soprattutto nella poesia erotica in siciliano, però per quello che conosco io, diciamo, non ci sono testi così belli come possono essere questo o la Ninetta del Verzé, ecco.
Poi naturalmente ci sono anche alcuni sonetti di Belli che però sono un po' diversi, c'è soprattutto un sonetto su una prostituta, Santaccia, che però insomma è un po' diversa la questione, perché nel caso di Venier o di Porta si tratta di testi narrativi, ecco. Quindi probabilmente scavando e studiando qualcos'altro si trova, però diciamo, se dovessi dire sicuramente che ci sono testi di questa altezza, forse qualcosa in siciliano. Le altre due questioni che sono interessantissime, ecco, su questo direi i canti carnascialeschi, che sono molto importanti anche come serbatoio lessicale, insomma, poliziano. Ecco, sono un altro caso, diciamo, fin dal nome, in qualche modo istituzionalizzato, cioè c'è una cornice, una ciclicità delle situazioni. Ecco, rispetto al problema che mi interessa più da vicino, che avrete capito è un po' quello, tra virgolette, del realismo con 8.000 virgolette, non so quanto i testi carnascialeschi siano testi realistici, rituali, fossilizzati, tanto è vero che sono testi anche tollerati quando infuria la censura, no? Cioè non sono testi colpiti dalla censura. Sulla commedia il discorso è molto diverso perché per alcuni testi, che non per caso sono testi dialettali, e lì arriviamo a dei livelli che sono assolutamente paragonabili a questi, cioè il testo di Maffio Venier non a caso è un testo tutto dialogato, cioè un testo completamente mimetico nella versione a 90 versi, cioè è un soliloquio prima della donna e poi un dialogo in cui parla solo lei e la controparte è silente, cioè non c'è niente di diegetico. La veneziana da questo punto di vista è, secondo me, un capolavoro, come non ce n'è bello come la veneziana, forse c'è la Mandragola e qualcosa di ruzzante, fine delle trasmissioni, e il Candelaio, dove non a caso si parla moltissimo di sesso. Però la veneziana non l'ha mai letta nessuno, ma è verissimo che lì c'è un modo diretto di affrontare l'argomento che nella tradizione in italiano, cioè c'è una scena della veneziana che io poi leggevo sempre anche a lezione, penso di averla letta anche a Losanna 10 anni fa, in cui c'è questa nobildonna eccitata all'idea del giovane che vuole possedere e che chiede alla sua serva di fare la parte del maschio, di dire le cose sporche, di bestemmiare. Dove in italiano si troverebbe mai una cosa del genere? Cioè per arrivare a qualcosa di simile nella letteratura, diciamo, italiana, non so, l'inizio di Ernesto di Saba, dove il ragazzo si concede sui sacchi del magazzino, pieno di dialetto peraltro, perché sennò come dialogano questi se non se lo dicono in dialetto quello che stanno per fare? Quindi sì, la tradizione comica di quel tipo, cioè di questo tipo, veneziana, ruzzante, eccetera, eccetera, c'entra moltissimo con queste, con un Venier di questo tipo, ecco, sicuramente. Sarebbe una tradizione un po' forse da rimettere insieme, su cui insistere. Ora ovviamente io sono di parte, io sono in fissa, sono pro dialetti, insomma, poi ovviamente a scuola non c'è più tempo neanche di fare Manzoni, figurati se si può fare Maffio Venier, però insomma a livello degli studi, no, però sono tutte, sì, grazie per la domanda perché anche queste sono delle questioni importantissime. Non so, ho risposto male, ma... So. No, grazie. Ci sono alcune riflessioni che permetterebbero forse anche interessanti da sviluppare, cioè quanto nel primo caso, quello dei modi del dialettino, si tratti di una questione molto romana, molto storico-artistico e molto poco legata al mondo della prostituzione e della letteratura delle costumi naturali. Cioè quello è proprio una cosa a sé, un unicum. Un po' come è un unicum veneziana, esatto. Perché si riferisce probabilmente a persone reali. Sì. Mentre quello che mi interessava era capire quanto, per me, per quel poco che ne conosco io, queste cose le ho lette forse anche, soprattutto in area veneta, sia in italiano che in veneto o in dialetti dentro terra veneto, quanto la questione della cosiddetta denuncia, autodenuncia, elemento della puttana, eccetera, eccetera, sia proprio una specialità
regionale in quel caso e quindi realistica, e quanto forse anche sarebbe da mettere forse en regard con la traduzione latina, non quella neocattoliana né quella nepriapea, ma esiste in quell'area dell'entroterra Veneto una letteratura erotica sulle prostitute, delle prostitute, quelle prostitute parlano in latino, forse bisognerebbe, che poi è quello dello stesso ambito, che tu conosci meglio di me, dei Venere nell'entroterra. Lì forse c'è qualcosa veramente di estremamente specifico al Veneto e a Venezia che non è pensabile né nell'Arfino né in altre scritture simili. Sì. Penso. No, ma... Forse lo metterei anche su quel fronte. No, è verissimo questo. Allora, sulla tradizione latina dichiaro, purtroppo non dico latino, maestro, non leggi tu, ma insomma, non so dirti, però sarebbe veramente, non lo sapevo, sarebbe molto interessante. Venezia sì, ovviamente, nel senso è notoriamente la città con più prostitute d'Europa, c'è un sottogenere che è quello della guida, della tariffa, nomi, indirizzi, specialità, tariffe per l'appunto, quindi è ovvio che lì si sviluppa questa letteratura che ha molte ramificazioni, perché appunto c'è un innesco realistico, poi si arriva fino al grottesco, quindi queste prostitute che vengono sottoposte, cioè il 31 della zaffetta, gangbang, quindi uno stupro di gruppo per punire questa donna di un presunto atto di arroganza, ma anche la letteratura cosiddetta labulesca, dove c'è la teppaglia urbana, i protettori delle prostitute che litigano con le prostitute, cioè uno pensa a questi temi, pensa a Bubù di Montparnasse, no, siamo a Venezia negli anni 30 del Cinquecento, quindi sicuramente c'è una specialità veneziana, regionale, e su Aretino è verissimo quello che dici, cioè è un caso tanto eclatante perché insomma imitazioni, rifacimenti, incrostazioni di falsi, rami distrutti ciclicamente, libri spariti, quindi è un caso di cui appunto non si poteva non parlare, anche se io trovo i testi insomma sinceramente brutti, ripetitivi, come faceva lui li ha fatti in 5 minuti, come insomma, ci mettiamo più di tempo a leggerli che lui a scriverli, su questo ci scommetto la mano destra, però è un caso eclatante e sicuramente molto romano, poi è diventato anche extra romano perché lui, che aveva talento, no? Ci ha fatto un caso sopra, però è notevole che lui li tiene lì scritti più di 10 anni e poi quando è in una situazione diciamo di forza a Venezia, dopo che ha già stampato, decide di fare anche questo, quindi di lanciare un genere che poi in effetti, come tu dici, non è che abbia tutto questo seguito, cioè ci sono delle cose a quel livello, cioè Marignolli a livello di esplicitezza è da quelle parti, però spesso è autobiografico, è molto interessante perché è omosessuale, quindi ci sono queste poesie, no? In cui lui racconta le sue avventure di nobile, quindi insomma con un certo sprezzo, no? Però è vero che i sonetti di Aretino sono un'altra cosa e vivono con queste immagini, che sono immagini statuarie, atletiche, quasi lontane, anche se ironiche. La prima planche rifatta da questa qui è molto ironica, almeno nella lettura, adesso vediamo, adesso non si vede ovviamente, ecco, nella lettura che ne danno gli storici dell'arte, io qui omnia munda mundis, ma vedete che l'accoppiamento è guardato da due erme che sono senza braccia e senza genitali, quindi questi sono davanti a tutto, diciamo, questo ben di Dio, a questa roba, ma non possono neanche virtualmente partecipare, quindi le incisioni, insomma, i disegni di Romano dovevano essere fatti, appunto, sono un fatto squisito che si inserisce in una tradizione antiquaria che è quella delle spintrie, cioè queste medaglie erotiche che già usava Tiberio, o Tiberio usava i libri, le figure Veneris di Elefantide, cioè i famosi libri che si leggono con una mano sola, ecco, cioè c'è tutta una tradizione di questo tipo che è appunto già antica e Giulio si rifà a questo, quindi lì appunto c'è una dimensione, se vuoi, di divertimento per pochissime persone, perché chi è che vedeva questi disegni finché erano disegni? Il punto è dopo,
E dopo la morte di Raffaello, questo stampatore, il Baviera, evidentemente vuole assicurarsi dei prodotti da vendere e la cosa poi acquisisce una dimensione che forse gli scappa persino di mano, ecco. Però hai ragione, è un'altra storia, cioè è una cosa proprio totalmente diversa. E in dialetto friulano? Sì, in dialetto friulano c'è un poeta che si chiama Stella, non mi ricordo mai il nome di battesimo, che è uno dei poeti più osceni che lei possa leggere in dialetto, è un poeta seicentesco, e lo trova antologizzato nell'antologia che ha curato Franco Brevini per i Meridiani Mondadori, perché nel 99 Brevini ha fatto meritoriamente questa cosa un po' mista, però trova questo Stella che insomma, veramente non bada a spese. Sì, c'è anche il Friuli, sì. Prego. Simone forse. Grazie per la sua lezione. E come tu hai accennato, si tratta di un settore dove molte cose sono andate perdute e quindi credo che le discontinuità in molti casi siano proprio discontinuità dovute a un'insufficienza di documentazione che noi abbiamo. E c'è un momento che tu hai segnalato, che è quello in cui diciamo, queste cose entrano nella tradizione stampa. E c'è una tradizione però precedente che non so quanto emerga. Io sono sempre rimasto colpito quando le ho viste pubblicate internamente, già le lettere di Floriano Dolfo. Perché quello mi sembra un fatto molto significativo per la vicenda sommersa poi sostanzialmente di questo, cioè evidentemente c'era un consumo di pornografia o di parapornografia Sì. che in quel caso per esempio era consumata dalla madre del Mantova, cioè da Isabella d'Este e dal suo entourage. Sembra di capire come un fatto normale, cioè una fonte di grande divertimento in termini un po' diversi. Mi sembra, adesso da quel che ricordo vagamente, cioè si sia sempre sul versante più comico. Esatto, sì. Cioè, Sì. E però, ecco, credo che sia proprio un settore che, per le ragioni che è quello che è difficile poi ricostruire nel suo vero sviluppo. È verissimo. Storico. In parte questo potrebbe riguardare anche l'altro versante a cui invece tu ti riferivi, cioè il versante erotico non comico, molto più interessante. Ecco, mi chiedevo lì in che misura, una misura debole però lo chiedo a te, può aver esercitato un ruolo la poesia elegiaca latina, che diciamo, è una via di mezzo, cioè non è la poesia amorosa italiana, adesso semplifichiamo, diciamo, petrarchesca, però è la poesia che per esempio porta a un capitolo come quello di Ariosto, o più che al giorno a me, lucida e chiara, loro sul fondo, la notte, che riprende tutta una serie di topoi elegiaci, però diciamo, fa le lodi dell'amore Reale. alla luce della lucerna. Quindi è un avvicinarsi, ecco, a questo ambito. Non so se rimane anche in quella tradizione, ti chiedo, se rimane in quella tradizione lì anche qualcosa di questa tradizione elegiaca che comunque nella poesia neolatina porta sicuramente, se non penso a quella sulle puttane, ma nella poesia neolatina amorosa, porta sicuramente ad un erotismo più forte di quello che c'è sul versante vulgare. Non so se anche lì è riconoscibile qualche resto di questa tradizione. Allora, non lo saprei, però mi sembra molto probabile di sì, presso sicuramente i poeti che avevano un certo tipo di formazione. Cioè, Maffio è arrivato a essere vescovo, arcivescovo di Corfù, scriveva anche in italiano, è morto vicino a Siena scrivendo una tragedia. Insomma, secondo me, se ci si mettesse a cercare, non credo che sia stato fatto, si troverebbe qualche cosa, perché insomma gli elegiaci sono per questi. Beh, basta pensare comunque a quanto conta per Berni, insomma tutti quelli che sapevano bene il latino. Quindi questa, per quello che so io, è una cosa da fare, ma sarebbe una cosa molto importante.
E Floriano Dolfo, beh, è un nome notevole. Appunto, c'è tutta questa produzione, naturalmente quelle di Floriano Dolfo sono lettere. Una delle lettere più incredibili da questo punto di vista è una lettera che viene dalle terme della Porretta, quindi c'è già la cornice termale, qui abbiamo Massimo, che è una cornice corporea, carnale, di promiscuità per eccellenza, e Floriano comincia e fa una specie di trattatello sui cazzi, di tutte le dimensioni. Poi naturalmente anche questo ha una tradizione, se pensi alla Cazzaria, la Cazzaria di Antonio Vignali, l'Arsiccio intronato, e però appunto come dicevi tu, queste sono cose manoscritte che appunto non sono fatte per arrivare alla stampa, e però evidentemente a un certo livello Isabella, donna coltissima e anche molto libera, a un certo livello. Adesso le lettere di Floriano Dolfo sono bellissime, cioè sono una più bella dell'altra, sono veramente un testo notevole. Stoppelli aveva già pubblicato queste facezie, diciamo, pornografiche su Belfagor, poi dopo quando è uscita l'edizione della Minutelli si vede tutto l'insieme, però anche quello della Veneziana è lo stesso caso, cioè è un testo grandissimo che sta in un manoscritto e che Emilio Lovarini ha ritrovato negli anni 20, cioè è un testo grande come la Mandragola di cui fino agli anni 20 nessuno sapeva niente, perché parlava probabilmente di gente, cioè Padoan praticamente ha dato anche il codice fiscale di queste due donne in un articolo bellissimo di 100 pagine. Lepsky mi raccontava una cosa bellissima su questo, che a un certo punto sua moglie ha pubblicato una concordanza della Veneziana, e Dionisotti, che vedevano in British Library tutti i giorni, un giorno si presentò e disse che aveva letto la concordanza, ma che non era d'accordo sull'interpretazione di un pronome, perché a un certo punto una delle donne dice al ragazzo amato: se ti toccherà un'altra donna. La moglie di Lepsky, Anna Laura, aveva interpretato quel T come soggetto, e Dionisotti, pensate l'acutezza, diceva può essere solo oggetto, perché in questa commedia l'uomo è un oggetto del desiderio di queste due donne fortissime, no? Cioè, il rovesciamento totale, no? Di qualunque paradigma. E qui anche in un dettaglio come questo, probabilmente aveva ragione Dionisotti, si vede che questo è un testo pazzesco, che infatti ha dormito lì 4 secoli, poi a un certo punto l'abbiamo ritrovato, e tanto con gli intermezzi, con le musiche, quindi cioè, è un pezzo straordinario, però un po' come le lettere di Floriano Dolfo, è una cosa probabilmente letta o rappresentata in case private, che quindi per puro caso è arrivata lì e a un certo punto è stata trovata, quindi sicuramente c'è tantissima roba che noi non abbiamo più, o che cercando forse si troverebbe, ecco. Penso che possiamo ringraziarti e Grazie a voi. ulteriormente di te le domande che ci sarebbero tante, perché abbiamo sentito della tradizione latina, che indubbiamente è molto importante da questo punto di vista, abbiamo sentito del silenzio invece della tradizione in buona lingua italiana, e questa emergenza invece è una tradizione dialettale che pone qualche problema, nel senso che a questo punto sempre più l'italiano sembra una lingua, come dire, quasi artificiosa, Un pochino, sì. rispetto ai contenuti della realtà, e questo ci pone evidentemente qualche interrogativo. Però io non volevo approfittare oltre, credo di ringraziarti a nome di tutti. No, grazie a voi. Ci è veramente molto piaciuta, è stata Troppa molto grazie. bella e molto produttiva di interrogazioni e di domande che ci faremo. Grazie Grazie a voi. Claudia, e